Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue avenue Franklin chez HEC Alumni. Je suis Philippe Musialek, président d'HEC Immobilier, et nous avons le plaisir ce soir de vous accueillir donc, dans les locaux, dans les studios d'HEC Alumni. Ce soir, nous allons parler du co-living, mais avant cela, je voudrais tout d'abord présenter les vœux du bureau HEC Immobilier, et puis d'HEC, bien sûr, et de toute l'équipe qui a travaillé sur cette soirée. Et en particulier, je voudrais remercier les intervenants, leur souhaiter une très belle année également, beaucoup de succès dans leurs entreprises. Et je vais laisser la parole donc à Hervé Parent, qui a organisé cette soirée, cette conférence sur le co-living. Je dis le co-living, mais peut-être y a-t-il plusieurs co-living. On va le voir ce soir. Il y a sans doute plusieurs formes de co-living, plusieurs façons de traiter de ce sujet qui est un sujet aujourd'hui d'actualité, qui est un sujet bien sûr immobilier, mais aussi un sujet sans doute de société. Et donc Hervé, je te laisse la parole pour nous présenter nos intervenants de ce soir. Et puis la règle du jeu, ça va être à peu près quelques minutes chacun. Et vous avez l'occasion bien sûr en ligne de poser vos questions sur le chat. On les reprendra à la fin de chacune des présentations. Hervé, the floor is yours. Merci Philippe. Alors, très simplement, à ma gauche, Guillaume Joly, qui est le directeur recherche France de BNP Paribas Real Estate, va nous présenter pour 15 minutes environ une étude de marché sur le co-living. Et ensuite, nous allons embrayer avec une table ronde où on a réussi, et je suis très content, à avoir les plus importants acteurs du secteur. Dans l'ordre alphabétique, Victor Rouget, qui est un HEC 99, qui est président de la CASA, Marie-Zole Agnon, qui est présidente de FineState, Axel Bayer, une autre HEC, qui est directrice pour la France de Dove Vivo. On dit Dove ou Dove? Dove Vivo, parce que c'est une société italienne. Voilà. Et ensuite, Maxime Depreux, HEC 2009, voilà, qui est directeur du développement d'Urban Campus. On aura à distance Olivier Durix, qui est directeur général nouvelle offre de Bouygues Immobilier. On devait avoir Alexandre Martin, mais Colonis nous a envoyé un autre fondateur avec François Roth, qui est là-bas au bout. Et puis, Magali Safar, HEC 2018, qui est à distance. Pour chacun, l'idée est de dire, chacune, vont présenter 4 minutes environ leur offre de co-living et ensuite on passera aux questions qui seront sûrement nombreuses. Donc, le premier, c'est vous, Guillaume. Parfait. Merci tout d'abord, merci pour l'invitation. Il me revient effectivement la lourde tâche d'essayer de mettre en perspective. Alors, normalement, vous devez voir les slides. C'est parti. Si les slides réussissent à tourner, on a toujours des aléas techniques, mais ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, j'ai essayé d'organiser la présentation sur une dizaine de minutes autour de 4 grandes questions. Première grande question, déjà, qu'est-ce que le co-living? Parce que c'est vrai que c'est quand même un produit immobilier qui est relativement nouveau. Donc, le co-living, pour faire très, très rapide, parce qu'on parle, je suis entouré d'experts, on a considéré effectivement qu'il y avait une sorte de triptyque gagnant autour du co-living, autour de 3 grands principes assez forts. Premier principe, effectivement, c'est les notions de flexibilité que l'on avait également retrouvé sur le marché du coworking. Le deuxième principe, effectivement, c'est une offre de services large et diversifiée. Et en troisième partie, c'est l'accès à une communauté. On aura l'occasion de le présenter, de le préciser. Quand je dis une offre de services, globalement, on a 3 principaux types de services. Effectivement, des services matériels, des services immatériels et des services liés à différentes activités. Je ne passe pas en revue effectivement l'ensemble des services que vous pouvez voir. En tout cas, c'est un des points forts du marché du co-living, au même titre qu'on avait pu le voir sur le marché du coworking. C'est l'accès à un certain nombre de services et une solution plug and play qui est relativement importante et assez large. Vous le voyez, tout un tas de services en fait, qui sont proposés sur le marché du coworking, alors du co-living, pardon. Alors, c'est vrai que les opérateurs essayent de se démarquer en proposant des services divers et variés. Néanmoins, la notion de service est un point qui est très, très présent sur le marché du co-living.
Ensuite, c'est la slide suivante sur qu'est-ce que le coworking. Alors, je vous ai mis, je tiens à m'excuser par avance, je ne suis pas sûr de voir tous les logos. Néanmoins, il y a la plupart. On voit effectivement sur l'offre de co-living, on voit effectivement différents types de co-living, différentes tailles de résidences. On le voit, on a effectivement des opérateurs qui se focalisent plus sur des résidences relativement importantes. Vous voyez, c'est ce qui est plutôt sur le haut. Et ça peut se compter en plusieurs centaines de logements. On a des tailles intermédiaires et puis effectivement certains co-livers avec des tailles relativement modestes, effectivement des logements qui sont inférieurs à 10 services. Deuxième question qui est relativement importante. À qui cette nouvelle offre immobilière s'adresse-t-elle? Et ça, je pense que c'est un point qui intéresse un certain nombre d'auditeurs. Écoute, l'une des conclusions assez fortes de l'étude de BNP Paribas Real Estate, c'est que cette offre de co-living se centralise en grande majorité autour de co-livers qui se situent dans période de transition. En période de transition, qu'est-ce que j'entends? Effectivement, ce n'est pas forcément des personnes qui ont vocation à rester très très longtemps dans des résidences de co-living, mais c'est plutôt des personnes qui se situent dans une période transitoire de leur vie. Et on aura l'occasion de le voir sur la slide suivante. Il y a différents types. Effectivement, on a mis sur cette slide 3 grandes catégories, 3 grandes tranches d'âge, mais bien entendu, c'est loin d'être exhaustif. Et l'offre de co-living a vocation à servir le plus grand nombre. Néanmoins, les 3 grandes tranches d'âge effectivement qu'on a considérées, c'est la première tranche d'âge plutôt jeune, des personnes qui sont comprises entre 18 et 25 ans. Ça peut par exemple être des étudiants, des personnes effectivement qui ont besoin qui font face à une décohabitation et qui vont se loger effectivement dans une résidence de co-living. La deuxième tranche d'âge, c'est plutôt une catégorie qui pourrait s'apparenter à des jeunes actifs, effectivement des personnes qui vont commencer un premier travail, qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité par la suite. Et c'est vrai que l'offre de co-living s'y prête bien, et notamment les notions de flexibilité et de service permettent d'attirer ces actifs. Enfin, troisième catégorie, c'est une catégorie qu'on peut considérer effectivement un peu plus senior. On a mis les 50, 60, 65 ans. C'est bien entendu pas loin d'être précis, on le voit effectivement, mais ce sont des personnes effectivement qui ponctuellement, dans une période de transition, vont avoir besoin de se reloger. Alors, il y a différents cas de figure, pour des raisons familiales, pour d'autres raisons. Et l'offre de co-living va permettre de répondre à cette catégorie. Alors après, on le voit sur les différents opérateurs de co-living, c'est difficile de se focaliser sur un public cible particulier. Néanmoins, on a recensé au sein de cette étude effectivement ces 3 grandes catégories, mais c'est loin d'être exhaustif. En termes de modèle de co-living, alors j'ai fait un schéma qui est très basique, hein, veuillez m'excuser par rapport à ça, mais ce qui permet de différencier quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pouvaient faire le mix entre la colocation et le co-living. On est sur deux notions qui sont quand même complètement assez différentes. On le voit, le logement individuel, c'est ce qui est sur la gauche, c'est assez clair. La colocation, effectivement, c'est de partager une résidence. Sur la partie co-living, à droite, vous le voyez, et c'est tout l'intérêt effectivement de cette offre de service, c'est d'avoir à la fois des services partagés, des espaces communs, c'est ce qu'on arrive à voir, mais en même temps, la possibilité d'avoir accès à un logement, une chambre, en règle générale, avec un point d'eau individuel. Ce qui est relativement intéressant pour un certain nombre de clients, c'est à la fois d'avoir un logement individuel, mais également d'avoir la possibilité d'accéder à une communauté, à des services communs. C'est un point qui me semble relativement important. Alors, pourquoi ce marché est-il porteur? On a un certain nombre de convictions au sein de BNP Paribas Real Estate et je pense que la table ronde, vous allez conforter sur ces points. On a vu un certain nombre d'indicateurs de fondamentaux qui sont relativement solides pour ce nouveau type de produit immobilier. Quelques exemples,
quand on regarde effectivement sur des séries relativement longues, la part de personnes vivant seules par classe d'âge, qu'est-ce qu'on voit sur les tranches d'âge qu'on avait ciblées sur des prospects du co-living? On voit que cette tendance est clairement à l'augmentation, qui ne fait que renforcer effectivement cette offre immobilière. Deuxième point, c'est la partie de décohabitation. On l'a vu, il y a des dizaines et des dizaines d'années, en règle générale, on était étudiant dans la ville juste à côté d'où on habitait. Les choses ont complètement changé. On est capable de traverser la France, de décohabiter. Et cette offre devrait permettre effectivement de répondre à cette augmentation assez criante de la décohabitation. Après, d'autres exemples, d'autres fondamentaux qui nous semblent assez solides, regardez par exemple le nombre de créations annuelles de freelance en bureau. Qu'est-ce qu'on voit? Une explosion, développement effectivement d'un certain nombre de startups. Pour ces auto-entrepreneurs ou ces startups, on n'a pas toujours beaucoup de visibilité à moyen terme. Le co-living peut permettre également effectivement d'apporter une solution de flexibilité au même titre que l'augmentation récurrente du nombre d'étudiants, qui est un facteur assez intéressant pour le marché du co-living. Enfin, dernier point, comment se structure le marché? Alors, la question n'est pas forcément très simple. Néanmoins, on a essayé de faire une cartographie du nombre de résidences de co-living en France. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La cartographie est assez criante. On voit effectivement que c'est avant tout, le marché du co-living est avant tout aujourd'hui un marché de citadins. Et on le voit, la plupart des résidences qui se sont développées se localisent en Île-de-France et dans les grandes métropoles où on peut effectivement, et on est en capacité de capter un certain nombre de co-livers. L'autre point qui est relativement intéressant, c'est quand vous regardez la carte à droite et qui concerne le nombre de projets. Alors, ce n'est pas toujours très simple de recenser le nombre de projets de résidences de co-living en France. Néanmoins, on voit qu'on attend autant de développement que de résidences de co-living, ce qui est plutôt encourageant compte tenu effectivement du marché. Vous le voyez, il y a des ambitions qui sont relativement fortes, qui sont majoritairement localisées dans les grandes métropoles, là où on retrouve un grand nombre d'utilisateurs potentiels. Enfin, dernier point, pour introduire la question du co-living, est-ce qu'il y a des relais de croissance? Est-ce qu'il y a effectivement des perspectives d'évolution? Clairement, on en voit un certain nombre. Il faut savoir que le marché du co-living, c'est un marché qui est quand même relativement récent. Néanmoins, on voit un certain nombre d'évolutions. Des évolutions effectivement dans la révolution des usages. La crise sanitaire actuellement interroge sur un certain nombre de sujets. Et à ce titre, le co-living est relativement intéressant dans la mesure où on a l'avantage d'avoir un double usage avec le co-living. Le co-living va permettre de résider à un endroit, mais également de travailler avec le développement du travail à distance. C'est un premier point. Un autre axe de développement, c'est le développement effectivement de pure players. On est dans un marché effectivement qui a vocation à se consolider. Il y a eu un certain nombre d'opérateurs de taille plus ou moins importante et ça devrait continuer. On devrait avoir des pure players. Et puis enfin, le dernier point, c'est effectivement il y a un certain nombre de relais de croissance avec des transformations d'usage. On a parlé. Quid effectivement du marché hôtelier? Est-ce que certains hôtels pourraient se transformer en résidence de co-living? C'est une possibilité. Est-ce qu'on pourrait transformer d'autres espaces comme des espaces de bureaux sur du co-living? C'est possible. Il y a un certain nombre de contraintes techniques. Il y a des contraintes aussi administratives. En tout cas, le sujet a le mérite d'être posé sur la table et on est relativement confiant quant à l'avenir du marché du co-living et on est clairement effectivement qu'au début de cette nouvelle aventure. Je crois que c'était ma dernière slide. Voilà, merci à tous. Et je pense que j'ai respecté le timing. Pour le timing, mais surtout pour l'intérêt de la présentation. La présentation sera envoyée à tous les gens qui sont inscrits ou à tous ceux qui font le demande de toute façon. Alors, on va juste un peu changer l'ordre parce qu'Olivier Durix, qui est à distance, souhaitait intervenir maintenant. Donc, Olivier, on vous donne 4 minutes pour présenter votre offre. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez à cet instant. Oui, on vous entend. Voilà, mais on ne vous voit pas. Alors, c'est peut-être l'essentiel. Est-ce que vous voyez ma présentation, par contre? Oui. Et il ne me reste plus qu'à la mettre peut-être pleine page, si je ne dis pas de bêtises.
Et on vous donne 4 minutes. Voilà, je vais faire assez vite, mais je crois que vous avez dit assez dans l'intervention précédente. C'est vrai que c'est un marché qui est encore peu structuré. Nous, on a choisi de se situer dans la tranche des jeunes travailleurs, mais pas que les jeunes travailleurs, en tout cas de traiter la période de transition entre deux situations. Donc évidemment, entre la situation où on est étudiant et la situation où on se stabilise dans sa vie personnelle et professionnelle. Mais il y a plein d'étapes et je crois que nous, on aurait pu tirer le trait entre 20 ans et 40 ans, 45 ans, même quand, par exemple, on signe potentiellement de co-living. Vous l'avez aussi souligné à la fin, que la période qu'on vit actuellement avec le développement du télétravail, il y a un certain nombre de commuteurs qui ont fait des choix en province. Moi-même, j'en suis l'exemple. J'habite à Montpellier et je commute toute la semaine sur Paris. Je peux être très bien client sur des offres de long stay dans des offres de co-living. Voilà à quoi le co-living peut cibler, nous, en tout cas, le segment qu'on a choisi, et comment on traite les frictions d'un marché qui est défaillant quand on va chercher classiquement à louer un bien dans l'ancien. Et on va chercher la simplicité, c'est le plug and play, facile pour s'installer, mais aussi les services. Vous avez parlé de la partie servicielle de l'offre. On est vraiment dans l'hospitality, nous on recherche beaucoup ça dans les nouvelles offres qu'on développe chez Bouygues Immobilier depuis qu'on s'est lancé dans le senior, on s'est lancé dans le coworking avec Wojo. Le co-living, clairement, pour nous, c'est l'intention de servir cette cible et de lui apporter ce supplément d'âme et les services qu'on ne trouve pas aujourd'hui quand on va recherche un logement dans l'ancien. Et vous voyez, pendant cette période-là, il y a toute une série de freins que le marché adresse et sur lesquels nous, on veut répondre. Voilà, notre cible, je vous l'ai dit, c'est plutôt les jeunes travailleurs et ces personnes sur les périodes longues qui sont dans des zones de mobilité ou personnelle ou professionnelle. Notre ambition, vous l'avez dit aussi, c'est d'aller plutôt dans les principales métropoles. Le challenge, c'est de faire des immeubles et des appartements comme on est chez soi, en fait. On doit arriver et se sentir immédiatement bien, plutôt connecté, évidemment, à la nature. La recherche d'extérieur est très important, ce qu'on ne retrouve pas forcément quand on loue un appartement. Les zones de rooftop, par exemple, ou de jardin partagé, c'est des choses qu'on développe sur nos résidences. Chaque mètre carré compte, c'est le grand enjeu pour nous du co-living, c'est qu'on n'est pas en cohabitation, on est bien chez soi, on a tout l'essentiel chez soi. Et puis, on a surtout un business model aussi à faire vivre qui doit permettre aux développeurs et aux investisseurs de trouver des retours sur investissement avec des biens qui sont reproductibles, donc des logements et des cellules qui sont répétibles. Et puis, voilà, on croit bien dans ce modèle. On a même fait un prototype, d'ailleurs, qui est visible, porte de Versailles, que je peux vous inviter à venir visiter. Il est là jusqu'à la fin du mois de février. Et vous voyez, on se sent immédiatement bien chez soi. C'est des matériaux qui sont très précieux. Notre ambition, c'est d'être sur les principales métropoles. Vous l'avez dit, Bordeaux, Montpellier, Nice, Strasbourg, Lille. Et opérateur développeur voilà. dans les 5 ans à venir. Voilà, j'essaie de faire très court et de ne pas occuper le temps et l'espace qui m'est imparti. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une petite question avant de passer la parole à Victor. Oui. Vous opérez sous quelle marque? Alors, c'est sous une marque qu'on est en train de créer et qu'on va lancer dans le courant du mois de juin, probablement ou au MIPIM ou juste après. Voilà. D'accord. Voilà. OK. Pour l'instant, c'est Bouygues Immobilier co-living. Et la marque vient très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Compris. Donc, Victor, c'est à toi. Tu nous parles de la CASA. Alors, toi, tu as le droit à un micro à main parce que nous, on avait des micros. Voilà. Et ça marche là, non? Alors, je suppose que ça marche. La technique, Manon qui va. Ça. Voilà. Déjà, on a la slide. On est heureux ensemble. Voilà.
C'est bon? Et est-ce que le Parfait. micro marche? Bon, bah, disons qu'il marche. Hein. On espère. C'est bon. Ok. Donc, moi, j'ai fondé la Casa Co-Living il y a 4 ans. Sur la base d'un double constat. D'abord qu'il était difficile pour des jeunes actifs vivant dans des grandes villes d'accéder à des logements confortables et abordables. Et puis également qu'il y avait, pour des jeunes actifs vivant seuls, une vraie problématique de lien social qui était très importante, mais qui est encore plus importante aujourd'hui à l'heure du télétravail, du Covid et des joies de la vie moderne. Donc sur ce constat-là, l'idée c'était donc de s'adresser à des personnes vivant seules une période de transition et qui valorisent le lien social. On propose donc à des jeunes actifs qui ont une trentaine d'années en moyenne d'habiter en communauté dans des logements qui sont pensés et qui sont aménagés pour ça. Alors, ces logements, aujourd'hui, c'est des grandes maisons en banlieue parisienne, donc qui sont proches des transports en commun, à moins de 10 minutes, dans laquelle chacun va avoir une partie privative, sa chambre, sa salle de bain complète, et puis le reste est partagé avec une grande cuisine, salle à manger, salon, des espaces extérieurs, jardin, terrasse, barbecue. Donc, voilà, tout est fait pour vivre une vie partagée, et une vie partagée avec des futurs amis, en fait, des gens en fait, pour lesquels on déploie toute une méthode pour créer ces communautés. Ça commence par le fait de choisir des fondateurs. Pendant que la maison est en rénovation, en travaux, on propose aux personnes les plus motivées par le projet d'être fondateurs de la maison et donc de choisir l'autre moitié de la maison, donc leurs futurs colocataires. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a des rotations, nous, on reçoit beaucoup de candidatures, mais on les présente aux résidents qui, eux, choisissent avec qui ils veulent vivre. Donc, il y a tout un tas de méthodes comme ça. Les maisons ont un thème, donc il y a des goûts communs, il y a la casa des sportifs, la casa du cinéma, la casa verte, la casa des chefs. Donc, ce thème rassemble les résidents. Et puis ensuite, on organise tout un tas d'activités communes qui vont soit du partage au sein de chaque maison, avec des cours de cuisine, des cours en lien avec le thème. On en a chacun de prendre un rôle dans ces maisons. Et donc, avec tout ça, on arrive vraiment à créer cet esprit de communauté qui fonctionne. Quelques exemples, on a quand on fait des événements entre les casas, quand on peut le faire, il y a 80% des personnes, des résidents qui participent. Voilà, les gens étaient censés rester, selon nous, c'est une résidence principale. Donc les gens s'installent là pour un temps indéterminé. On estimait plutôt à 2 ans. Alors, il est inférieur à 1 an et demi, parce qu'en fait, la moitié des gens qui partent ont rencontré l'amour à la casa et partent s'installer ensemble. Voilà, c'est pas facturé. Hein, et donc, on arrive vraiment à créer ces communautés qui fonctionnent. Voilà, aujourd'hui, donc, autour de Paris, on a 18 maisons, 18 casas ouvertes. On ouvre la 19e à la fin du mois. On en ouvre une par mois. Et puis une quinzaine qui sont en travaux. On a été rempli à 100% tout du long de septembre à décembre. Et donc, voilà, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on cible les jeunes actifs, mais quand je dis qu'on vise des gens qui vivent seuls une période de transition et qui valorisent le lien social, ça pourrait complètement être d'autres cibles. Et on travaille sur des projets, notamment pour les seniors, pour lesquels il y a un énorme sujet en gros, d'éviter l'EHPAD et d'être quand même dans un environnement rassurant, sécurisant et dans lequel on n'est pas isolé. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer des colocations pour seniors, peut-être en légère perte d'autonomie ou pas. Et puis, on continue à développer ce modèle dans des grandes maisons, mais on commence à s'intéresser à des immeubles qu'on pourrait prendre en contrat de gestion, à condition qu'ils aient, selon nous, les attributs de ce qu'on appelle une casa, c'est-à-dire qu'on s'y sente comme à la maison, pour créer des communautés. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour l'intérêt de la présentation et le respect du timing. Voilà. Maryse, pour Fine State. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons entendu, grâce à l'étude de BNPP, tout ce qui rassemble les différents concepts de co-living. Et je veux peut-être plutôt m'attacher à indiquer en quoi le nôtre est différenciant. Il est différenciant d'abord parce que notre réflexion n'est pas partie d'une expérience de colocation qui, au fil du temps, évolue de l'étudiant vers le jeune actif,
En fait, moi, j'ai été séduite par le concept de co-living en visitant We à New York lorsqu'il a été ouvert il y a 4-5 ans. Je me suis dit que c'était une des réponses au problème du logement dans les zones tendues. En réalité, effectivement, nous avions au départ conçu ces résidences pour être pour les cadres en déplacement, en mission, en projet, en transition. Mais la pandémie nous a amené d'autres candidats. On a vu répondre à nos offres de résidence qui sont ce que quelqu'un a appelé les commuters, mais nous les appelons les pendulaires, ce qui est plus imagé. Mais en réalité, ce sont des gens qui sont en télétravail dans leur résidence familiale et qui ont besoin également d'une résidence professionnelle près du siège social de leur entreprise. Ce qui nous différencie également, c'est que notre offre, bien sûr, nous n'avons jamais refusé un particulier, mais notre offre s'adresse au premier chef aux entreprises et aux entreprises qui, assimilant le concept de télétravail, veulent à la fois attirer et conserver les talents et pour ce faire acceptent un télétravail très distant, puisqu'en principe, le télétravail doit se faire dans la même ville que le siège de l'entreprise, mais de plus en plus d'entreprises acceptent d'avoir des collaborateurs qu'ils recrutent un peu partout en France. Ça présente un avantage aussi parce que ça accroît pour elles leur bassin d'emploi. Et en même temps, lorsqu'on recrute en région, les salaires ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, elles ont le sentiment, en tout cas elles me l'ont dit, que ce faisant, elles peuvent tout à fait assumer les coûts de transport, ou au moins la moitié, et une partie du coût d'hébergement. Et donc, le sujet pour nous, c'est d'offrir effectivement ces résidences à ces pendulaires qui passent 2-3 nuits par semaine à Paris, mais qui peuvent avoir envie de rester un week-end, de faire venir un membre de leur famille, pour aller voir une exposition, par exemple. Voilà notre démarche et notre cible. Les entreprises, aujourd'hui, sont très attachées, du moins celles que nous avons approchées, au concept RSE, parce que souvent, ce sont des groupes globaux qui doivent respecter une charte RSE anglo-saxonne qui est souvent très exigeante, les européennes le sont aussi. Et donc, notre démarche rejoint complètement ce concept, puisque nous avons nous-mêmes une démarche RSE. Au niveau du chantier, d'abord, parce que nous transformons des immeubles de bureaux en résidences de vie. On a une empreinte carbone bien réduite par rapport à une opération d'émission de construction. Nous avons un chantier qui a des préoccupations environnementales dans les prix, le choix des matériaux, le bois, les matériaux biosourcés. Et puis dans l'exploitation également, nous avons retenu des éclairages LED avec détecteurs de présence, détecteurs de la luminosité extérieure pour l'éclairage extérieur, des douches qui sont économes en énergie et en eau, enfin, quantité d'éléments qui parlent aux entreprises qui ont ces contraintes RSE. Donc, c'est le point important. Et dernier point qui relève aussi de la démarche RSE, c'est l'animation de l'écosystème. Donc, nous contractons avec des prestataires qui sont à 10 minutes de notre résidence. Le jardinier paysagiste, Céline Mignot, travaille avec Céline Mignot. Le boulanger est tout près, le pressing est tout près. Et nous utilisons beaucoup les prestataires externes et nous les mettons à la disposition de nos résidents via un intranet, évidemment, qui leur permet d'entrer en contact avec les prestataires, mais aussi de se parler et incidemment de nous faire part éventuellement. Donc, voilà notre différenciation. Et la dernière, je pense que certains sont dans le même cas. Nous sommes à la fois investisseurs et opérateurs. Et en tant qu'investisseurs, nous sommes bien sûr très attentifs à la qualité de ce que nous construisons, de façon que ce soit de qualité pérenne. Et en tant qu'opérateurs, nous sommes très attentifs à la façon dont ça fonctionne, charge que ça peut représenter de façon à se retrouver dans le marché de tous. Voilà le concept. Merci beaucoup. Juste une toute petite question. Vous en êtes où du développement? J'ai cru voir il y avait 2 résidences qui étaient en il y en a projet. Une première qui a été livrée à l'automne, qui était entièrement louée avant d'ailleurs la fin des travaux. Et nous en avons 2 autres qui sont en chantier, qui devaient être livrées au mois de mars. Mais le Covid aidant, on va sans doute pouvoir les mettre sur le marché. Parfait. Merci beaucoup. Axel, Merci beaucoup Maryse, merci Dove Hervé. Vivo. Donc moi je vais vous parler un peu de Dove Vivo, mais d'abord bravo à HEC Immobilier d'avoir réussi à
réunir un panel quand même assez représentatif du marché en France. C'est rare d'avoir tous les concepts de co-living français autour d'une table. Et je le dis d'autant plus humblement que moi, je ne représente pas le co-living français, justement, mais un co-living plutôt italien au départ. Pour ceux qui parlent italien ou ceux qui ne le parlent pas, justement, Dove Vivo, ça veut dire où je vis. Et c'est une société en fait, qui a été créée il y a plus de 15 ans maintenant, en 2007 à Milan. Donc, j'ai la chance de représenter en France un opérateur qui a une expérience assez unique en Europe, 15 ans d'expérience du co-living, d'abord principalement à Milan, où aujourd'hui on a 4500 chambres ouvertes. Et puis après, dans tout un tas d'autres villes italiennes, on est aujourd'hui dans une douzaine de villes en Italie. Et on a au global un portefeuille qui représente un peu plus de 9000 lits. Je parle de lits ouverts, donc pas de lits en développement. Donc c'est effectivement un portefeuille assez important. Et c'est en fait ce qui rend la tâche particulièrement passionnante pour moi, parce que j'ai la chance de pouvoir m'appuyer justement dans notre développement en France sur une expertise qui est vraiment celle de cet opérateur très ancré en Italie. Comment est-ce que nous, on définit le co-living? Je pense qu'il y a deux choses qui nous différencient très fortement. D'abord, on est un opérateur éminemment résidentiel. Un peu comme le disait Victor, on a commencé à faire du co-living. Les deux cofondateurs ont commencé à développer de premiers sites de co-living avec vraiment l'idée que c'était impossible quand on était jeune, étudiant ou jeune actif en ville de se loger. Parce que les coûts sont élevés, parce que les propriétaires n'ont pas envie d'avoir des jeunes, préfèrent avoir une famille avec un chien et un bébé en devenir. Et que leur idée, ça a vraiment été de se dire comment est-ce qu'on trouve une solution, comment est-ce qu'on crée des logements qui sont adaptés à ces 18-40 ans, pour le penser assez largement, et comment on crée par ailleurs une solution qui va rassurer les propriétaires. Nous, on est avant tout opérateur. Notre modèle immobilier, c'est de s'engager sur des baux très long terme. Donc, on vient justement apporter une solution à des propriétaires qui n'ont pas forcément envie de louer justement à des jeunes, mais qui vont louer à la société Dove Vivo qui, elle, se charge ensuite d'apporter un service à des jeunes étudiants ou jeunes professionnels. Donc, c'est vraiment une solution qui est gagnante aussi bien du côté du propriétaire que du côté de l'occupant final de l'habitant. Donc, voilà, éminemment résidentiel. Et d'ailleurs, les gens installent leur résidence principale chez nous, restent en moyenne 12 mois chez nous. Donc, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui restent une petite année universitaire, ça vous montre bien que les autres restent plutôt plus longtemps. J'ai appris que le premier co-liver chez nous était resté 8 ans. Donc, ce n'est pas une solution précaire de logement. Et la deuxième définition, pour avancer un peu, c'est qu'on est vraiment très flexible dans notre manière de penser l'actif immobilier et de penser le co-living. Aujourd'hui, sur le portefeuille qu'on a commencé à développer en France, on a des appartements qui commencent à 65 mètres carrés. On va mettre 2 ou 3 personnes qui vont cohabiter. Et puis, on a signé un premier immeuble qui fait 2500 mètres carrés où il y aura une centaine de chambres à Asnières avec un investisseur qui s'appelle Fréo. Donc, on a vraiment une manière de penser le co-living de l'échelle de l'appartement à l'échelle de l'immeuble. Dans l'appartement, c'est vraiment des chambres, des salles d'eau privées partagées. Toutes les salles d'eau ne sont pas systématiquement privées. Et un espace de salon-cuisine partagé entre tous, avec ensuite toute une panoplie de services qui sont préintégrés pour l'habitant dans le prix qu'il paye chaque mois. Quand on développe ce produit à l'échelle d'immeuble, on va développer, au-delà des communs de l'appartement, des super communs, donc des espaces partagés entre tous. À Asnières, vous aurez par exemple un rooftop partagé, un espace pour travailler, une salle de sport, une buanderie partagée, un grand jardin partagé entre tous nos habitants. Et l'idée, c'est vraiment que l'échelle de la chambre qui s'insère dans un appartement puisse ensuite se déployer à l'échelle de l'immeuble entier. Donc voilà, donc le modèle, c'est vraiment ce modèle très flexible. Dans les services, on va aussi vraiment s'intéresser à l'endroit où on s'implante et on ne va pas systématiquement développer la même justement panoplie de services ou de super communs parce qu'on pense qu'il faut aussi s'insérer dans un tissu urbain où il y a déjà des équipements, des services à disposition. On ne vient pas concurrencer des commerçants, on vient vraiment développer une offre et apporter des services supplémentaires à ce qu'on ne trouve pas forcément dans la ville autour. Voilà, et donc pour terminer, en France aujourd'hui, donc on a, je vous dis, 9000 chambres à l'échelle de l'Europe. L'Italie est encore très majoritaire. En France, on a signé 550 chambres. On a déjà une quinzaine d'appartements qui sont ouverts, donc à peu près 70 chambres, qui sont pleins à 99,9% depuis leur ouverture. Et puis donc là, on va ouvrir dans l'année qui vient ce fameux immeuble à Asnières, qui va être un premier gros format français. On a signé également un portefeuille d'une vingtaine de maisons à Lille qui vont représenter 300 chambres, qui ouvrent pour les premières à la fin de cette semaine et jusqu'en début d'année prochaine. Et on a signé également un premier immeuble à Bordeaux. Donc, on vient vraiment s'insérer dans des tissus très urbains. Mais aujourd'hui, au-delà de l'Île-de-France, effectivement, à Lille et à Bordeaux. Parfait. Et
Et ma petite question à la fin, toujours. Les objectifs à moyen terme, 3 ans, 5 ans sur la France, c'est quoi? C'est 5 000, 10 000, 50 000? Sur la France, je vous dis, là, en une petite année de développement, Ouais. moi, je suis arrivée en septembre de l'année dernière, on a signé nos premiers baux en janvier, on a signé 550 chambres, donc j'ose espérer que ce développement sera exponentiel. Donc, effectivement, on peut se dire que si on en compte 1000 cette année et 2000 l'année prochaine, effectivement, on sera à 5000 dans 3 ans, je l'espère. C'est parfait. Je ne vous l'ai pas dit par ailleurs, mais on a un très bel investisseur à nos côtés puisque Tikeo est actionnaire majoritaire en dehors des fondateurs et on aura probablement une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Bravo. Maxime. Merci Axel, merci Hervé. Donc Maxime Depreux, je suis directeur du développement d'Urban Campus. Urban Campus, nous sommes un opérateur français, même si nous sommes moins visibles que certains de nos confrères sur le marché français, puisque bien qu'étant français, nous avons commencé notre développement en Espagne, où nous avons ouvert nos premières résidences maintenant il y a plus de 3 ans. Nous avons été les premiers à ouvrir des résidences de co-living en Espagne. Et nos premières ouvertures en France auront lieu en 2022 à Paris et à Lille. Par rapport aux différents sujets, et je partage globalement tous les points de vue et tous les angles, aussi bien en termes d'enjeux pour les résidents, mais également pour les partenaires immobiliers et partenaires investisseurs en particulier. Ce qui nous caractérise par rapport à d'autres de mes confrères, des consoeurs ici, c'est le fait qu'Urban Campus travaille uniquement sur des objets, on va dire, de taille d'investisseurs institutionnels, donc des objets de plus de 1000 m². On ne fait pas de format d'appartement, on ne fait pas de format de maison. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les premières ouvertures ont mis plus de temps pour notre arrivée en France, par le temps du développement immobilier, que ce soit sur des objets en restructuration, on en parlait tout à l'heure, ou également sur des VFA, des développements Greenfield ou Brownfield. 2 petits points par rapport notamment à la présentation de BNP sur lesquels je voulais revenir, c'était la notion de transitoire et la notion de flexibilité. La notion de flexibilité, elle est mise en avant dans la manière de gérer, et pas seulement par Urban Campus, mais globalement par les différents opérateurs du co-living, mais pour l'investisseur, elle n'est pas un risque additionnel, puisqu'in fine, on ne fait que mettre en valeur les éléments du bail 89 meublé, qui sont par exemple le fait que n'importe qui peut partir sous un préavis de 1 mois dans le cadre d'un bail 89 loi meublé. D'un point de vue cash flow, structuring, le produit n'est pas plus flexible, n'est pas plus variable qu'un autre produit de résidentiel. Et je rejoins tout à fait le point d'Axel, nous sommes des gestionnaires d'immobilier résidentiel. En tout cas, Axel, moi, tout à l'heure, même si, par exemple, chez vous, il y avait la notion du séjour à la nuitée, ce n'est pas nos parties pris. D'ailleurs, de la même manière qu'Axel, la durée de séjour moyenne chez Urban Campus est aux alentours d'1 an. Donc, par rapport à cette notion de flexibilité, c'est davantage dans la présentation du produit vis-à-vis des résidents, dans la relation entre le bailleur, le gestionnaire et le résident par tout un process beaucoup plus fluide, digitalisé dans la relation et dans la simplification de l'échange contractuel, commercial, relationnel, que dans la structuration contractuelle. Autre élément, cette notion de transitoire, comme je le disais, et tu disais Axel chez DeVivo, c'est les mêmes enjeux, nous ne sommes pas sur un phénomène particulièrement transitoire. Et ça a été illustré notamment sur nos résidences à Madrid, où en fait, avant le Covid, nous avions un produit qui était à moitié international, à moitié domestique, moitié d'espagnols, moitié d'internationaux, puisque c'est un produit particulièrement attractif spontanément pour un étranger arrivant sur une nouvelle métropole, sur un nouveau pays qui ne connaît pas forcément un réseau local, social, qui vient pour des raisons professionnelles, pour un déménagement, d'être un bon point d'entrée par rapport à une solution meublée. Le fait que ce soit meublé est un élément de flexibilité intrinsèque au produit en termes de facilité d'entrée. Et évidemment, avec le Covid et la fermeture des frontières, on a vu un repositionnement naturel du produit sur un marché d'autant plus domestique. Et on était d'autant avec aussi une capacité, une agilité, une flexibilité du gestionnaire dans le repositionnement du marketing digital sur un marché domestique, où on est également loué à 100%. Mais ça a été intéressant de voir désormais des Madrilènes, notre produit qui est pertinent pour des résidents locaux, qui ne sont pas du tout dans une phase transitoire à titre personnel, qui ne sont pas entre deux jobs, qui ne sont pas sur un stage, qui cherchaient simplement un produit résidentiel qui correspondait davantage à leurs besoins en termes d'espace,
en termes de produits immobiliers, en termes de relations et de communautés, en termes de relations aux gestionnaires. Et donc, c'est bien un produit résidentiel parmi d'autres qui correspond aux besoins de certains résidents, tout simplement, locaux, qui se projettent de manière long terme sur un produit résidentiel. Et dernier petit point, en termes de flexibilité, de transitoire, puisque on a beaucoup parlé des solos, mais chez Urban Campus, 10 à 15% de nos résidents sont des couples, et certains couples formés chez nous, de fait, restent chez nous et changent simplement de studio vers un studio plus confortable. Parfait. Merci beaucoup. Donc, François, on attendait Alexandre Martin, mais tu es un des autres fondateurs de Colonize. Comme lui, tu as fait l'ESSEC, c'est ça? On est 3 ESSEC. 3 ESSEC. Mais peut-être que ça n'aurait pas pu voir le jour si on avait fait HEC, en fait, parce que tout a commencé à Cergy. On a démarré il y a 8 ans, en fait, parce qu'il n'y a pas de campus à Cergy et l'offre résidentielle, elle est très pauvre. Les résidences de l'ESSEC sont très loin du campus, là où on a les cours et là où il y a les fêtes. Ce qui fait que tout le monde va dans le diffus, dans des expériences de colocation qui ne sont pas terribles. Souvent non meublés ou avec un objectif du propriétaire de maximiser au plus le rendement. Et en fait, on est parti d'un constat hyper simple, c'est que finalement, les propriétaires ne se mettaient jamais dans les bottes en fait, de leurs locataires et le produit immobilier n'était pas designé avec une dimension produit comme tout le reste, comme aujourd'hui un Apple Store, comme on design un téléphone, comme on design toutes sortes de produits qui sont vendus sur l'immobilier et sur le résidentiel en particulier, notamment dans la résidence étudiante. En fait, si vous y réfléchissez, le client, ce n'est pas l'étudiant, c'est l'investisseur qui va l'acheter en vente à la découpe. Et du coup, le donneur d'ordre, c'est le cadre juridique ou fiscal qui va vous permettre de cocher telle ou telle case au moment où vous montez votre opération. Et donc, la décision est prise sur Excel. C'est ceux qui nous écoutent. Hein. Voilà. Bonjour, je les salue. Donc, nous, on a décidé d'inverser complètement la vapeur et on a décidé en fait de nous mettre dans les chaussures de notre futur occupant utilisateur, celui qui allait passer toutes les heures dans le bien qu'on allait livrer, de créer un produit qui allait répondre à ses besoins et ensuite, derrière, d'essayer de trouver des partenaires et un modèle économique qui allait permettre de rendre ça rentable. Donc, la démarche initiale, ça a été de la colocation et très rapidement, ça a été un énorme succès. Pourquoi? Parce qu'en fait, à prix équivalent, si vous avez le meilleur produit, vous le commercialisez en claquant des doigts, vous n'avez plus de vacances locatives, puisque les gens restent notamment, par exemple, l'été et ne libèrent pas l'appartement pendant les vacances pour être sûr de l'avoir l'année d'après. Et donc, en fait, à prix équivalent, vous venez de passer d'un rendement brut à l'époque, on était aux alentours de 9% sur un investissement, c'était une belle époque. On arrivait à monter à 14% de rendement brut sur certaines opérations immobilières. Donc, c'était hyper intéressant, simplement en maximisant le taux d'occupation et la satisfaction de vos utilisateurs. Assez rapidement, on s'est heurté à des choses toutes simples. C'est un banquier qui nous a dit, vous êtes 3, vous venez d'être diplômé, moi j'arrête de vous financer, vous avez acheté cet appartement, vous êtes mignons. Et on est parti aux États-Unis, on a aussi visité Willy, on a visité toutes sortes de choses et on a radicalement changé de fusil d'épaule en lançant Colonize il y a 5 ans, puisqu'on est décidé de partir sur un modèle pure player, opérateur only. Donc moi j'étais aux investissements, notamment chez Unibail, et l'argent en immobilier, il y en a beaucoup. Par contre, il y a une chose que l'investisseur ne veut pas, c'est parler à un occupant, c'est parler à un locataire, notamment en résidentiel. Et notre constat de base chez Colonize, je suis désolé, je partage tous les autres constats autour de la table, mais j'essaie de ne pas faire trop de redites. Nous, notre constat, quand on a lancé Colonize, ça a été que ce qui manquait en fait pour réussir à attirer des zinzins, donc des investisseurs institutionnels sur le résidentiel en France notamment, alors qu'il y en avait partout ailleurs, ce qui manquait, c'était les intermédiaires. Ce qui manquait, en fait, c'était quelqu'un qui était capable de tertiariser l'offre résidentielle pour ses interlocuteurs. Donc nous, ce qu'on a fait, on a gagné énormément de concours, les Réinventer Paris, les Réinventer la Métropole ou ainsi de suite. Et en fait, on s'est adossé avec des investisseurs institutionnels. Donc aujourd'hui, on travaille avec la CDC, avec la Française, avec Primonial, avec Action Logement, avec Groupama, avec Covea, avec tous ces institutionnels. Et ce qu'on leur a dit, c'est vous avez une conviction sur les tendances macro qui ont été parfaitement résumées ici, qui sont excellentes, personne ne les remet en cause. Tout ce que vous ne voulez pas faire, c'est gérer 100 locataires dans un immeuble, leurs fuites d'eau, leurs impayés, leurs retards de paiement ou ainsi de suite. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un bail commercial de 9 ans ferme avec un loyer qui vous va, avec un rendement qui vous va, qui offre d'ailleurs une petite prime de risque sur un nouveau produit par rapport au marché local. Et nous, tout ça, on va le faire. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé Colonize avec des large projects, ce qu'on appelle. Donc, le premier aujourd'hui, on pourra peut-être organiser d'ailleurs un événement HEC si ça vous intéresse là-bas. On ouvre notre premier immeuble dans le 17e arrondissement qui fait à peu près 1400 mètres carrés dans 3 mois, qui sera le plus gros co-living résidentiel ouvert en France dans pas longtemps, avec un peu plus de 40 appartements. Et on a commencé par ça et on s'est heurté à de la compétition et au fait que les opérations étaient très longues à sortir. Il y a eu les municipales, il y a eu le Covid. Et du coup, on a lancé de nouveaux produits. On a lancé 2 nouveaux produits qui sont partis du constat qu'en fait,
sur le résidentiel, à partir du moment où vous avez une plateforme tech suffisamment développée, vous pouvez gérer un portefeuille éclaté granulaire de la même façon qu'un gros immeuble au même endroit. Parce que nous, on est en résidentiel pur, on ne fait pas de courte durée. C'est exactement les mêmes statistiques qui ont été données. Nos locataires restent plus d'1 an. Si ça se passe bien, notre locataire ne nous parle quasiment jamais, à part pour les événements ou pour ce genre de choses. En fait, c'est tout à fait possible de gérer par pack de petits actifs, contrairement à ce qu'on peut faire dans l'hôtellerie. Du coup, on est parti en fait avec une stratégie d'agrégation, parce que le sous-jacent macro est exactement le même, et en fait, le marché est beaucoup plus profond sur les petits actifs. Donc, on a gardé la stratégie large project qu'on effectue toujours, et à l'instar, je pense, de Dovedio, on a aussi la flexibilité de pouvoir opérer toutes sortes de petits actifs. Donc, aujourd'hui, on a à notre arc une stratégie maison, avec un portefeuille LBO France à hauteur de 150 millions d'euros. On a une grosse stratégie aussi en logement intermédiaire. On a à peu près 25% de notre pipe de développement qui est en partenariat avec INI Action Logement et qui est éligible au tarif du logement intermédiaire. On pense que la mission aussi du co-living, c'est de rendre le logement le plus abordable possible et de s'adresser à tous les publics, même si on n'a toujours pas trouvé de solution pour le faire en social, s'il y a des gens qui seraient intéressés. Et on a lancé en parallèle l'année dernière un produit qu'on a appelé la Super Coloc, qui n'est pas du co-living, qui est vraiment l'appartement en fait qu'on avait démarré l'aventure il y a 7-8 ans. Donc, des appartements de 100 mètres carrés, 4 chambres, qui partagent 2 salles de bain, un salon de cuisine. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, le constat, le marché il est métropolitain. De l'offre en résidentiel neuf ou réhabilité, il y en aura très peu. Les places sont extrêmement chères aujourd'hui et ça sort plus en logement à la découpe. Et le marché, il est principalement constitué d'appartements en copropriété que d'opérations monobloc, soit à la réhab, soit à la promotion. Donc, étant donné que notre marché était très profond, on a décidé aussi d'ajouter ça à notre arc, toujours dans une stratégie d'institutionnel, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce produit même d'appartement, on le vend via des institutionnels. Alors, on a un partenariat avec Club Funding aujourd'hui. Vous pouvez devenir co-investisseur dans ces appartements à partir de 100 € via une plateforme avec un agrément AMF. Mais on le lance aussi par pack aujourd'hui dans l'investisseur en lui expliquant qu'à la limite, avec ce master contract signé par un opérateur de qualité, en multipliant le nombre de petites opérations et les agrégeant en portefeuille, potentiellement, en fait, vous diminuez votre risque par rapport à un seul actif, puisque vous pouvez vous exposer sur un marché qui peut être national, mais aussi international, aujourd'hui on est présent sur 4 pays, et avec d'ailleurs des rendements qui sont nettement supérieurs. En gros, par rapport à une opération neuve et une opération agrégée refaite à neuf, vous avez quasiment 150 bips de spread de rentabilité à la hausse, ce qui est hyper intéressant. Par contre, vous allez avoir la copropriété et vous ne serez pas forcément 100% chez vous. Mais c'est une stratégie en tout cas qui paye. Le Covid nous a beaucoup aidés. Je pense que tout le monde a eu le même constat. Les taux d'occupation sont restés très hauts. Et encore plus que le taux d'occupation, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est la redirection des capitaux destinés au développement immobilier sur le marché du résidentiel. La quasi-totalité aujourd'hui des institutionnels vous annonce la constitution d'un fonds. Aujourd'hui, c'est un des secteurs qui est, je crois, depuis 2 ans d'affilée, le plus attractif juste derrière la logistique. Ce qui est quand même du jamais vu en France par rapport au marché anglo-saxon. Le résidentiel n'a jamais été une classe d'actifs particulièrement attractive pour les institutionnels. Aujourd'hui, elle l'est. Et du coup, grâce à cette stratégie de réhabilitation et d'agrégation, on arrive à proposer du pipeline pour des gens qui ont des gros capitaux à déployer. Donc, Colonize aujourd'hui, on a levé à peu près 40 millions d'euros. On a 5 ans. On a une centaine de salariés en France et en Allemagne. On va ouvrir, alors on est présent en France, en Allemagne, on ne va pas tarder à franchir le 1000e locataire, enfin le 1000e pour parler comme Axel. On a à peu près 12 000 unités dans le pipeline de développement. Et notre stratégie, justement, c'est de rester indépendant et de pouvoir travailler systématiquement avec des investisseurs institutionnels. Donc, il n'y a pas de mélange d'intérêts. On n'est jamais investisseur dans nos murs. Donc, on ne se garde pas les bons morceaux pour en vendre d'autres. On est systématiquement en partenariat avec d'autres. Aujourd'hui, sur les plateformes de partenariat pour Colonize, on a un peu plus d'1 milliard d'euros, donc avec les institutionnels que j'ai cités et puis quelques autres qui ne veulent pas d'ailleurs être cités. Mais on est à peu près à ces montants-là. Le marché est extrêmement profond, il est complètement sous-offreur. Les taux d'occupation, on les a tous partagés. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le vrai enjeu, peut-être qu'on pourra aborder dans les questions, c'est justement en France aussi l'émergence peut-être d'un cadre légal qui aujourd'hui manque un peu. De clarté sur quelle est exactement la destination, quels sont les services, TVA, pas TVA. Donc, on peut être ravi de lancer la discussion là-dessus. Je suis mais voilà, c'est ce qui manque un peu, mais en tout cas, en termes de macro, de marché et d'acteurs et de chiffres, le marché est très prometteur et devrait avoir, à mon avis, de bonnes perspectives pour les années à venir. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, c'est Magali Safar qui est à distance pour co-living. Alors, co-living, c'est
C'est du co-living, ça s'écrit avec un K. Hein. C'est ça, Hervé. Voilà. Et c'est une plateforme, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà. Bonsoir à tous, merci Hervé de l'organisation avec des acteurs hyper représentatifs du co-living. On n'a pas l'habitude de cette représentativité dans les webinaires, donc je tenais à saluer ça. On va faire l'impasse pour moi sur tous les constats qui ont déjà été bien présentés. Donc co-living, en fait, c'est une plateforme de réservation de logement qui est instantanée. Et on travaille notamment sur la partie colocation co-living. Alors, qu'est-ce que ça veut dire instantané? En fait, nous, on permet à nos clients de louer leur logement en quelques secondes grâce à notre plateforme. Alors, concrètement, comment ça se passe et en quoi ça consiste? Alors, du côté des locataires, ils sélectionnent leur logement, ils visitent en visio, ils déposent leur dossier qui est évidemment vérifié et sécurisé. La particularité, c'est qu'en fait, ils reçoivent une réponse immédiate car on traite le dossier via l'intelligence artificielle. Donc, ils restent en ligne, ils attendent leur réponse et ils payent leur loyer. Pour les bailleurs, ça présente un certain nombre d'avantages puisque le premier, c'est d'accélérer la location de plusieurs jours à quelques minutes. Ça leur permet aussi d'attirer des nouveaux locataires, de réduire évidemment les coûts de location et d'apporter une nouvelle expérience aux locataires, puisqu'on connaît l'expérience classique de la mise en location qui n'est pas toujours très simple d'un point de vue des locataires et du coup qui pèse pas mal aussi sur la vacance locative pour les exploitants, les opérateurs, les gestionnaires et tous ces acteurs. Donc aujourd'hui, chez Co-Living, on a un parc actif de 70 000 logements. On travaille sur des biens en colocation, en co-living et plus récemment sur aussi des logements meublés. On opère sur des actifs qui sont soit en bloc, soit diffus, qui sont présents sur toute la France. On est présent sur toutes les régions de France et aussi sur 3 pays d'Europe. Et pour terminer, pour faire court, notre offre s'adresse et on travaille actuellement avec des foncières, des exploitants, des gestionnaires, des opérateurs de co-living. Et on travaille notamment avec Dove et Vivo. Donc, je salue particulièrement Axel Baillet, ici présente, qui a pu tester les prestations de co-living. Voilà. Écoute, merci beaucoup Magali, c'est tout à fait synthétique. On est pile poil dans les temps, donc on va ouvrir les questions. Philippe, tu as une question? Et pendant que Eric nous met les questions de la salle à l'écran. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, en tout cas ici, vous m'entendez sûrement en direct. Moi, j'avais une question pour le business model, en fait, globalement, et notamment pour la CASA. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez là? Ça c'était les remarques de 7h33. Ah, donc c'est pas pour toi. C'était 7h33. Depuis tout à l'heure. Bien. Ah, c'est compliqué le direct en distanciel. Et donc, par exemple, la CASA, c'est quoi? Qui est le propriétaire? Et quel est le business model finalement? Comment est-ce que sont exploités et comment sont les flux financiers pour permettre l'investissement? Parce qu'on a compris l'esprit communautaire, on a compris, bien sûr, tout à fait intéressant la distinction des différentes communautés au sein des maisons, mais c'est quoi le business model qui est derrière? Alors, je vais répondre pour la CASA, mais je pense que la réponse n'est peut-être pas la même pour tous. Sauf que moi, ma réponse, c'est qu'en fait, tout est possible. On peut être propriétaire, on peut être locataire. Nous concernant, on a une foncière qui achète les murs, qui réalise les travaux et qui ensuite loue le bien réhabilité à la CASA qui l'exploite. Donc, il se trouve qu'on est propriétaire, mais on pourrait tout à fait être locataire d'une foncière avec un bail intermédiaire ou alors en contrat de gestion. Donc, voilà. Nous, on est propriétaire, mais je pense que tout est possible. Si vous voulez compléter cette réponse. Victor, Antoine Blanche, j'ai une question. Travail intermédiaire.
c'est quoi finalement le modèle économique qu'on va trouver, mais juridique? Alors, sur le modèle juridique, c'est assez simple. Ce qui compte, c'est la destination finale. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un bail d'habitation soumis à la loi de 89 dans lequel les gens sont chez eux. Et donc, entre la foncière propriétaire et l'opérateur, il y a un bail commercial qui est un bail intermédiaire. Mais ce qui compte, c'est l'utilisation, la destination finale. Et c'est ça qui s'impose. Et quand bien même ce bail intermédiaire serait rompu, ce n'est pas comme ça qu'on pourrait mettre dehors des gens qui sont locataires en loi de 89, résidence principale et chez eux. Avec une petite précision, comme tu le disais, il y a deux modèles de structuration entre l'investisseur immobilier et le résident final. Le bail commercial, tu en parlais Axel également. Nous, chez Urban Campus, on travaille uniquement en mandat de gestion sur un contrat de type property manager résidentiel pour le compte d'investisseurs institutionnels. Batipar est à notre capital, mais on travaille également avec d'autres investisseurs, comme on disait, en rénovation ou en VFA. Mais donc, il y a aussi en termes de structuring, au-delà du bail 89 final, sur le structuring intermédiaire, soit le bail commercial ou le mandat de gestion type property manager résidentiel. Et là, en revanche, nous, chez Urban Campus, avec une vision long terme d'accompagnement sur des mandats de 10 ans, avec des clauses de sortie en cas de sous-performance, mais des mandats de long terme. Et Maryse? Oui, ce qui compte, c'est effectivement l'usage final. Mais lorsqu'on transforme des immeubles de bureaux en co-living, on a peut-être intérêt à conserver la commercialité de l'immeuble parce que c'est un des éléments immatériels de la valeur de l'immeuble. Et en ce qui nous concerne, nous avons plutôt opté pour une définition au sens PLU d'hébergement hôtelier, ce qui nous permet de conserver la commercialité de l'immeuble. Après, effectivement, on entre dans une autre logique de construction juridique avec notamment un bail civil, un bail commercial, un bail civil. On peut aussi avoir des baux 89 mais dans le résidentiel pur. Ça dépend beaucoup de la localisation de l'immeuble. Et la pénurie est telle que, bon, quand on a un immeuble qui s'y prête, on le prend et on construit le bail après. Est-ce que c'est la même structuration en Italie, en Espagne, en Allemagne? Est-ce qu'on a aussi ces baux intermédiaires ou le mandat de gestion, c'est le principe? Alors, nous, en Italie, effectivement, le modèle historique, c'est vraiment location sous location. Donc, nous, dans un bail très long terme avec le propriétaire, alors, la notion de baux civils et de baux commerciaux n'est pas tout à fait la même en Italie, mais en tout cas, le montage est le même. Il y a aussi des problématiques différentes en Italie. En Italie, on peut créer 10 000 m² de logement sans créer de logements sociaux. En France, dès qu'on crée plus de 800 m² de logement, il faut créer du logement social. Donc, effectivement, comme François, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire du co-living social. Et pour compléter ce que disait Marie, c'est vraiment effectivement une histoire de destination. Nous, on est très fortement dans une logique résidentielle, donc effectivement dans des baux commerciaux, mais à usage résidentiel, qui sont des baux sans commercialité. Et pour vous reparler du cas d'Asnières, en fait, le site qu'on va ouvrir à Asnières, c'est un ancien site de L'Oréal, qui était un site tertiaire en destination de bureaux, et que pour le coup, Fréo réhabilite en doublant quasiment les surfaces. Ils gardent la même surface de bureau qui va être au rez-de-chaussée, au -1 éclairé du bâtiment. Et en fait, les surfaces qui sont créées deviennent du logement, puisque évidemment, c'est aussi beaucoup plus facile dans les villes aujourd'hui de créer du logement que du bureau. C'est quand même ce que veulent voir se développer les mairies. Et nous, effectivement, pour préciser, on signe soit des baux civils, donc vraiment le même bail que celui que vous signeriez avec L'Oréal qui loue votre appartement pour ses cadres, ou des baux commerciaux à destination résidentielle sur des plus grandes surfaces. Maxime? En Espagne, nous, c'est aussi des mandats de gestion. Juste pour préciser pourquoi le logement, enfin le co-living n'est pas encore adaptable au logement social. Ce n'est pas du tout dans une logique d'exclusion. Au contraire, le co-living a plutôt une logique d'inclusion, d'être ouvert. Et quand on voit la tension du marché résidentiel, déposer un dossier de candidature pour un appartement aujourd'hui à Paris en première couronne sans avoir 3 mois de feuille de salaire d'une entreprise bien établie, hors période d'essai, j'entends. Donc, en fait, la chicken and egg entre arriver dans une métropole et débuter sa vie professionnelle et en même temps, et donc besoin d'avoir un logement pour la débuter, et en même temps, il faut avoir déjà un job depuis plus de 6 mois pour avoir un logement. Mais donc, on est plutôt dans une logique inclusive et cette notion de logement abordable, c'est in fine, pour revenir quand même sur le fondamental immobilier et sociétal du co-living, l'enjeu, c'est de loger plus de gens sur la même emprise immobilière sans dégrader l'expérience en restructurant les mètres carrés.
on applique en gros au logement résidentiel le principe d'économie du partage, où chacun met en commun ses ressources pour avoir accès à une expérience auquel il n'aurait pas accès avec ses moyens personnels. Dans notre milieu et dans le groupement HEC Immobilier, les moyens, c'est des mètres carrés. Et donc, les gens, globalement, au lieu de vivre dans un studio de 30 mètres carrés, accepteront de vivre dans un studio de 24 mètres carrés en mettant en commun ces mètres carrés pour avoir un espace de télétravail, une vraie salle de sport, un rooftop, etc., etc. Et donc, il y a bien cette restructuration du logement, de l'offre résidentielle avec des mètres carrés privatifs pour respecter le côté privatif. Et tu disais, nous, on a 10% de nos résidents qui ne participent à aucune de nos animations, de nos contenus communautaires. Et ce n'est pas gênant en soi. Et ils sont très heureux. C'est un produit qui leur correspond bien. Ils sont contents. Ils respectent tout le monde. Ils respectent leur loyer. Donc, en soi, ce n'est pas gênant. Donc, il faut que le côté communautaire soit une optionnalité. Mais, in fine, d'un point de vue physique, tu as cette restructuration entre les mètres carrés privatifs et ces mètres carrés communs qui sont une extension, dans l'expérience, une extension de l'espace de vie privatif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inscrire pour avoir accès à la salle de sport, il ne faut pas s'inscrire pour avoir accès à l'espace de télétravail, etc. C'est vraiment comme ton salon, sauf que la porte, c'est la porte de chez toi entre les deux. Et le problème du logement social, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue administratif, c'est que les mètres carrés déportés ne sont pas considérés comme louables au titre du bail. Et donc, par rapport aux plafonds de loyer qui sont sur les mètres carrés privatifs et non pas sur les mètres carrés accessibles, du coup, c'est là où le modèle n'est pas encore adapté par rapport à la reconnaissance du périmètre de mètres carrés. Donc, il n'y a pas un enjeu philosophique et c'est dommage, puisqu'en fait, au contraire, le co-living, dans cette vision de pouvoir loger plus de gens sur la même emprise immobilière dans des zones tendues, sans dégrader l'expérience et sans augmenter le budget logement des résidents, aurait d'autant plus de sens dans le logement social, mais pour des questions réglementaires, les investisseurs, on travaille également du coup avec Action Logement et INLI. Aujourd'hui, Action Logement, on est en train de parler avec la FTI, la foncière de transformation immobilière, est bloquée sur ce sujet réglementaire. Donc, même s'il y a une volonté de travailler le produit immobilier dans cette restructuration de l'offre, aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, c'est pas possible. Alors, il y avait une question qui dans le droit fil de ce que tu as dit, il y a beaucoup, qui était en haut, qui était posée par 1, 2, 3, qui demandait une comparaison du prix du mètre carré pour un locataire qui est dans un logement classique et un locataire qui est en co-living. Alors, je ne sais pas si la comparaison du mètre carré oui, c'est exactement ça. Je vais laisser a du sens. Mais pour revenir justement sur mon point, la comparaison au mètre carré n'a pas de sens. N'a pas de sens. Mais est-ce que la comparaison du loyer, c'est-à-dire… Le budget, et même au-delà du loyer, Hervé, c'est la question du budget logement. Voilà, le budget, là où quelqu'un paierait, je ne sais pas, 800 € à Paris pour avoir un tout petit studio en loyer, pour avoir un petit studio en co-living, il va payer combien au même endroit? En fait, je pense que je réponds un peu pareil pour tout le monde. En fait, on fait en sorte que ce soit le même prix systématiquement. C'est-à-dire à budget équivalent, il faut qu'il est mieux pour le même prix, voire moins cher. Après, en fait, les mètres carrés considérés sont effectivement une somme de ses parties privatives et de ses communs. Et à cela, il faut aussi vraiment ajouter les services associés. Parce que déjà, la première chose, c'est que c'est meublé, il y a l'assurance qui est compris, il y a toutes les charges qui sont comprises et les flux ne sont pas individualisés. On est pas rechargé à la fin derrière. Et vous avez accès à des espaces, normalement, vous n'avez pas accès si vous cherchez justement un studio seul. C'est rare que vous ayez une salle de cinéma, un bureau, une salle de sport, un jardin, un rooftop. C'est rare, oui. Une fois qu'on a mis tout ça au bloc, on fait comme ça chez Coïn, donc j'imagine que tout le monde fait à peu près la même chose. Le but, c'est qu'on n'est pas du tout en train de chercher à maximiser le retour. Mais avec ce système, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à immeuble équivalent, vous arrivez à peu près à doubler la valeur, le chiffre d'affaires généré par mètre carré par rapport à une exploitation traditionnelle. Alors, comment on fait? Premièrement, on arrive à utiliser beaucoup plus d'espace que ceux que vous avez dans un immeuble traditionnel, notamment des espaces bornes, par exemple, des espaces qui sont au -1. Aujourd'hui, personne ne veut des parkings, par exemple, même en première couronne, quand vous avez moins de 30 ans. Là, ça, c'est des espaces qui, une fois qu'ils sont refaits, vous pouvez créer de la valeur pour la totalité de la communauté. Vous arrivez du coup à avoir une efficience en fait, de mètre carré qui est bien plus forte par les usages, qui vous permet d'améliorer ça. L'autre avantage aussi, c'est que par la refacturation des services, en fait, vous refacturez aussi plus de choses qu'un logement loué nu à une adresse équivalente. Nous, les métriques à peu près, qui sont à peu près les métriques de marché de toute façon, c'est qu'à adresse donnée,
entre un immeuble loué nu, un immeuble en co-living ou même bref, vous arrivez à doubler le chiffre d'affaires généré. Et la rétrocession possible pour le bailleur est de l'ordre de 60%. Ce qui explique d'ailleurs le spread positif par rapport à faire eux-mêmes. Vous avez un opérateur, vous avez un rendement supérieur à ce même sans les problèmes. C'est à peu près le modèle économique. Mais pour l'utilisateur final, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que vous paye plus par rapport à ce qu'il aurait trouvé tout seul à périmètre comparable de service à la base. Et moi, je vais compléter en disant qu'il paye la même chose et en plus, il a un produit qui est autrement plus qualitatif que celui qu'il aurait sur le marché. Enfin, le marché résidentiel en France est d'un niveau hyper pauvre. Aujourd'hui, vous voulez louer un appartement dans Paris, trouver un appartement qui est totalement meublé, équipé, qui a été rénové à moins de 3 ans, ça n'existe pas. L'idée du co-living, c'est vraiment, et je pense que des choses qu'il faut retenir de cette table ronde, c'est aussi qu'on est tous parmi les seuls acteurs professionnels du living en fait en France, parce que le co-living c'est une manière de vivre, c'est probablement une manière de vivre qui va s'étendre et qui va aller au-delà, comme tu disais Victor, de ces jeunes professionnels qui sont de plus en plus vieux en plus, et que en fait ce qu'on apporte c'est vraiment une solution de logement hyper accessible, hyper flexible, hyper qualitative et hyper professionnelle. Et aujourd'hui, même si tous les institutionnels sont en train de revenir sur le résidentiel, ils ne savent pas comment le faire. Ils passent par des tonnes de property managers, mais en fait, qui ne savent pas apporter de la valeur, qui viennent juste pour gérer, qui ne viennent pas pour vraiment enrichir l'expérience et en faire une expérience de qualité. Alors, une des questions qui était sous-jacente aussi, c'était de dire manifestement la demande est très forte. En tout cas, vous anticipez tous une demande très forte. Est-ce que le frein à une croissance et à vos ambitions, c'est la disponibilité? Alors, est-ce qu'il faut dire des actifs ou du foncier? Ou est-ce que vous pensez qu'en fait, la profondeur du marché, vous allez trouver les réponses dans le bâti existant? En la matière, si on s'intéresse aux immeubles de bureaux obsolètes à Paris et région parisienne, il y a véritablement une profondeur d'offres potentielle. Ouais. Après, il y a tous les obstacles de nature réglementaire ou administrative, parce que obtenir un permis de construire à Paris, ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué. Faire cohabiter deux réglementations qui n'ont pas été conçues à la même époque et qui ne sont pas conçues pour le même usage, c'est très compliqué. J'illustre les choses. Quand vous avez un immeuble existant que vous voulez convertir, quelle que soit son antériorité, vous êtes dans une coque et vous avez des éléments porteurs. Vous êtes obligé de respecter. Or, le passage d'une destination à l'autre implique des réglementations différentes. Par exemple, vous avez une nature obligatoire, vous avez des accès PNR qui sont obligatoires, qui deviennent obligatoires quand on passe au vie. Vous avez des accès effectivement pour des espaces de coworking qui sont également réglementés. Et je ne parle pas là de la sécurité incendie et du contrôle, des contrôles en matière de structure. Donc, il y a véritablement beaucoup de ça. Le marché est là, mais la transformation est extrêmement compliquée et ça va au-delà de simplement des problèmes de nature réglementaire dont la fédération que je préside a déjà saisi les pouvoirs publics. Avec une oreille, nous avons rencontré une très bonne écoute, mais nous avons fait des propositions concrètes de transformation de la réglementation pour faciliter cette cohabitation. On est encore loin. Et c'est la question de Julien Draber, c'est comment réagissent les villes quand vous arrivez en disant je vais transformer un immeuble résidentiel ou un immeuble de bureau en co-living? Le maire ou la maire est très content. Alors, ça dépend des villes et puis ça dépend ce qu'on leur vend. Je pense qu'à Paris, ils ont compris qu'en fait, c'était quand même la seule solution pour loger ces vingtenaires ou ces trentenaires qui ont quand même du mal à se loger sinon. Ils ont compris que c'était un modèle, en tout cas pour la plupart de ceux qui représentent un modèle résidentiel, encore une fois, donc ce sont des vrais gens qui s'installent. Il y a aussi beaucoup de maires qui sont très sensibles au fait qu'on leur apporte des habitants qui seront de futurs électeurs, mais qui ne sont pas très friands en équipement, parce que ce sont des gens qui n'ont pas besoin de crèche, d'école, qui éventuellement vont un peu utiliser les transports en commun, qui n'ont pas besoin de parking, justement. Et donc, on arrive à avoir des dérogations, et effectivement, pour éviter d'avoir à créer autant de places de parking que d'habitants dans nos immeubles. Après, il y a quelques villes qui sont assez craintives aussi, parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles ont une image qui est souvent un peu biaisée, justement, de ce qu'est le co-living, qu'elles imaginent qu'on va faire du para-hôtelier, ce qui est, je pense, pas le cas de la plupart d'entre nous, et qui vont freiner, mais plus par méconnaissance que par expérience mobile. Et la question qui est en bas, qui est dans le droit fil, c'est pour ça que je pointe celle-là, c'est le plafonnement des loyers dans les villes concernées.
Nous, on est en plein exposé, puisqu'on est ouvert à Lille, à Paris, à Berlin. Berlin, c'est pire. J'avais vu en plus en plateforme des loyers. Nous, on le respecte, mais sur la quote-part de loyer. Mais ça fait partie d'une discussion qu'il faut que vous ayez avec le bailleur aussi. C'est-à-dire, vous voulez investir en résidentiel sur cette ville, il y a une loi qui s'applique. Nous, on va vous retrocéder à €1 ce qu'on a collecté sur ce plafond. Et on le fait d'ailleurs de la même façon avec le logement intermédiaire, avec des acteurs. La rétrocession, elle est imposée par loi, on l'a fait. Alors, après, ces lois elles permettent quand même une certaine flexibilité, parce qu'il y a une fourchette. Il y a aussi des possibilités qui sont faites en fonction des travaux qui ont été faits d'aménagement et les prestations qui sont données. Donc, ça permet quand même souvent de le déplafonner à hauteur de certaines mesures. On ne peut pas le couler. Il y a une flexibilité de 20%. Par contre, l'avantage du modèle du co-living et de la résidence gérée avec service en général, c'est les services. Les services, ça vous permet en fait de facturer des prestations complémentaires. Sinon, si un jour vous facturez 3/4 de service, c'est un problème. Mais tant que vous restez dans quelque chose de raisonnable, vous avez la possibilité de remplir parfaitement vos résidences, parce que souvent, en plus, nous, ce qu'on constate, c'est que les villes où l'encadrement des loyers les plus difficiles sont les villes où notre public se retrouve le plus désavantagé dans la recherche d'un logement. Et à Berlin, ça a été dramatique. En fait, du coup, ça a boosté l'offre Airbnb ou la sous-location, parce que si vous étiez plus allemand avec un dossier béton, avec 10 références de vos anciens bailleurs, et ainsi de suite, vu que le loyer imposé était tellement faible, c'était impossible pour vous de trouver un appartement traditionnel qui respectait l'encadrement des loyers. Donc en fait, assez paradoxalement, ça participe à créer la bulle, ce genre de mesures. Et après, vous avez pas mal de villes. D'ailleurs, Paris qui précise bien aussi que le plafonnement de loyer ne s'applique pas aux résidences services. Donc, tout ce qui va être gros projet de co-living, donc là, on ne parle pas des appartements ou éventuellement des maisons, plutôt raisonner sur ces gros objets. Et sur ces gros objets de facto, comme c'est le cas pour la résidence senior étudiante, aussi parce que avec un enjeu de structuration fiscale, potentiellement en étant en résidence-service et en incluant dans un seul quittancement loyer, charges et services, le bail est soumis à TVA, sur une TVA à 10%, le quittancement final, et est déplafonné. Ce qui permet aussi, en termes de VFA, d'aller récupérer de la TVA à 20% en déduisant de la TVA à 10% sur les revenus locatifs. Mais donc voilà, le fait d'être. Mais ça n'a rien d'exotique. Ça n'a rien de lié au co-living. Les résidences étudiantes font ça depuis des années. Les résidences enseignants, c'est le résidentiel géré. Le co-living n'a pas apporté un cadre réglementaire ou un exotisme réglementaire sur la gestion des résidences en France. Mais bon, c'est par rapport à la question du plafonnement. Le fait de mettre tout ça dans un seul financement permet de refléter aussi cet enjeu de la restructuration des mètres carrés, partie privative, partie publique. Alors moi, j'avais une question par rapport à la crise de la Covid, et notamment qui a largement impacté les activités d'hôtellerie et de services, mais surtout de résidences à faire, par exemple. En quoi êtes-vous résilient par rapport à cette crise? En fait, je pense que tout le monde l'a dit, c'est le taux d'occupation, c'est le principal indicateur. Tout le monde est resté quasi plein. Il y a pas, moi, à ma connaissance, il n'y a pas un acteur du co-living en résidentiel qui a renégocié les conditions de sa prise à bail ou de gestion de son propriétaire. On n'a simplement pas souffert. Donc, en fait, on peut réfléchir à tout ce qu'on veut, mais les éléments économiques montrent que ça n'a pas été affecté. Après, les tendances plus de fond qu'on peut voir, je pense que, en fait, vivre dans un studio de 15 mètres carrés rue des Martyrs a perdu tout son sens une fois qu'on vous a imposé trop de confinement. Si vous ne pouvez pas aller au ciné, pas aller boire un verre, si vous avez l'interdiction de voir vos amis, et si vous êtes en télétravail obligé et que vous devez travailler assis sur le coin de votre lit, avec le pied dans les toilettes et puis le bras gauche dans le frigo, c'est détestable. Et c'est un énorme budget d'habiter dans ce genre d'endroit. En fait, je pense que mécaniquement, nous, ce qu'on a vu, je pense que Victor aussi en a vu plein, c'est des gens qui étaient prêts en fait, à s'éloigner un poil pour avoir un jardin, pour avoir une communauté, pour ne pas se retrouver seul et pour vivre dans un cadre qui est plus sympa. Ça, on l'a beaucoup vu. Oui, complètement. C'est-à-dire que la résilience, elle est économique, mais elle est aussi attractivité sur un sujet de lien social où, en fait, tous ceux qui ont des familles, un job établi, je pense, ne mesurent pas la détresse dans laquelle ont vécu des gens qui étaient confinés seuls dans un petit espace. Je pense que ça a été juste infernal. Et donc, et nous, on a vu, en fait, l'année dernière, à la fois une baisse de la demande, parce qu'on avait beaucoup de gens qui arrivaient à Paris pour prendre un job. Donc, comme il n'y avait plus de nouveaux jobs l'année dernière, on n'avait plus cette demande.
En revanche, dès la fin du confinement, la demande a explosé avec des gens qui se sont dit mais ce que j'ai vécu un enfer et rentrer chez soi le soir ou rester chez soi dans un mode on ne sort pas avec des gens autour et les gens qui respectent les règles et qui se font les propres règles comme celle d'une famille en fait. Je pense que ça change énormément la qualité de vie. Et donc, quand les lieux publics deviennent moins ouverts, plus risqués, tout ce qu'on veut, je pense qu'on se rabat sur des lieux privés qu'on cherche qu'ils soient qualitatifs, vivants, et c'est exactement ce que propose le co-living. Moi, j'avais une question, mais c'était pour Guillaume Joly. On a vu, et une des questions on l'a posée, on a vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs, parce qu'il y a les grands acteurs professionnels, mais il y a aussi manifestement beaucoup de petites marques, et puis il y a des particuliers qui font du co-living avec quelques appartements. Est-ce que quand même on n'est pas... C'est une vraie question parce que je ne sais pas. Mais est-ce qu'on va aller vers un marché consolidé avec des marques internationales qui vont faire 80% du marché, puis plein de petits acteurs à côté, ou est-ce qu'on va rester sur un marché plutôt éclaté? La boule de cristal. Ouais, c'est la question boule de cristal, c'est la dernière question pour les départements études et recherche. Non, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un moment, et quand on regarde par le passé ce qui s'est fait avec le coworking, même si c'est deux sujets qui sont assez différents, on voit quand même quelque sorte une consolidation chez les opérateurs. Donc, à mon avis, effectivement, il pourrait y avoir une consolidation. Maintenant, comme on le disait, en fait, la marge de manœuvre est tellement large qu'il y a encore de la place, effectivement, pour un certain nombre d'opérateurs. Mais j'aurais plutôt tendance à dire quand même qu'il pourrait y avoir une consolidation. N'oublions pas que même si chez certaines entreprises, ça commence à dater, c'est un produit qui est vraiment nouveau, en fait. Donc, il faut lui laisser un peu de temps. En tout cas, on pourrait avoir une consolidation. Peut-être un autre point qui me semble important, c'est vrai que côté investisseur institutionnel, je n'avais pas forcément parlé dans la présentation, mais c'est un produit en fait qui est fortement plébiscité. D'une manière générale, le résidentiel, on en a parlé, au même titre que la logistique, mais le co-living, chez un certain nombre d'investisseurs institutionnels, on voit un appétit en termes de diversification en fait, des portefeuilles immobiliers, et le co-living y répond parfaitement chez un certain nombre d'investisseurs qui, malheureusement, effectivement, ne trouvent pas suffisamment de produits sur le marché. Mais si on avait le double, voire le triple, je pense qu'on n'aurait aucune difficulté ils n'auraient aucune difficulté à investir effectivement sur cette typologie de produits. Oui, monsieur. Je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'immobilier, c'est très technique. Et quand on parle de résidentiel, tout le monde pense pouvoir faire du résidentiel parce qu'un jour, il a acheté un appartement, il a loué un studio. Mais en réalité, lorsqu'on passe au stade à une certaine échelle, par exemple, nous avons des immeubles qui sont entre 1500 et 2000 mètres carrés. Donc, on est déjà à une certaine échelle et on est obligatoirement dans un registre professionnel et très technique. C'est ça qui va faire sans doute le clivage à un moment. Et comme le disait Guillaume, les investisseurs qui sont institutionnels du family office ou foncières ont besoin d'avoir des opérateurs qui soient professionnels et qui ne se trompent pas dans les choix. Donc, cette professionnalisation, c'est effectivement ce qui va marquer de plus en plus, à mon sens, l'évolution du pays. Nous, on l'a vécu en plus. Personnellement, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de place pour des medium players. Je pense que dans 10 ans, il y aura toujours autant de privés qui ont une ou deux maisons et qui feront de l'investissement à côté de chez eux, qui le géreront le week-end sur leur temps libre. Je ne vois pas pourquoi ça devrait changer. Et par contre, en fait, passer une certaine taille, vous ne pouvez pas être acteur sans locataire. Parce qu'en fait, sans locataire, vous ne pourrez pas le CDI qu'il va vous falloir pour exploiter ça. Donc, en fait, il y a un moment, et d'ailleurs, on le voit, le phénomène, il y a une question aussi sur The Collective, la consolidation, elle a déjà lieu. Il y a énormément d'acteurs qui sont en train de se ramasser et qui vont faire absorber. Maintenant, la question, en fait, pour réussir à devenir, c'est d'arriver à la masse critique. La masse critique qui vous permettra d'être rentable. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit, mais sur le marché du résidentiel, les marges sont faibles. À loyer équivalent, à adresse équivalente, si vous regardez une adresse par rapport à la tertiaire, par rapport à l'hôtellerie, pas du tout sur le même niveau. En volume généré au mètre carré et en marge aussi. Par contre, c'est un secteur qui est hyper résilient, les taux d'occupation sont super bons, le marché est titanesque. Dans une ville comme Bordeaux, vous pouvez faire un mama shelter avec 40 pioles, le co-living, il y a de la place pour 5000 pioles. Aucun problème, elles sont pleines. Mais les marges sont faibles. Et le fait que la marge est faible,
je reste assez convaincu, ou alors peut-être avec de la tech ou avec des intermédiaires, mais il n'y aura pas d'acteurs qui pèseront quelques centaines de choses dans quelques années. Cela, est-ce qu'on vouait soit agrandir, être absorbé, soit... Et moi, pour compléter sur plusieurs questions qui ont été posées, je pense que ce qui est intéressant, c'est de dire que le co-living, à travers, encore une fois, cette professionnalisation du preneur ou de l'opérateur de co-living, c'est aussi une manière de donner une valeur à des actifs qui n'en avaient pas auprès des institutionnels. Le portefeuille que j'ai signé à Lille, c'est un portefeuille qu'on a monté avec un marchand. Donc, je vous dis, c'est 20 maisons qui font entre 150 mètres carrés et 600 pour la plus grande. C'est des actifs qui, individuellement, n'auraient jamais intéressé un institutionnel. Aujourd'hui, le portefeuille est en vente et je peux vous dire que le marché est assez attentif. Donc, ça montre bien que c'est intéressant de se dire que cette consolidation, elle passe aussi dans la consolidation d'actifs qui sont par définition diffus. Enfin, il y a des logements, il y en a autant de gens qui habitent dans une ville. Et en fait, qu'un institutionnel n'irait jamais acheter un appartement ou 2 appartements, il aurait beaucoup plus de mal à le faire. En fait, se dire, j'achète un parc de 50 appartements qui est opéré par le même opérateur ou même peut-être demain par 2 ou 3 des opérateurs autour de cette table, ça donne en fait une consistance et un sens immobilier à ces actifs-là et c'est aussi une manière de consolider le marché. Parfait. Philippe. Très bien, mais je voulais vous faire tout d'abord vous remercier pour vos interventions respectives, tout à fait intéressantes, passionnantes même. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que si vous n'étiez pas convaincu de l'intérêt du co-living, aujourd'hui vous l'êtes, parce que ça a beaucoup d'intérêt pour l'investisseur, donc un meilleur rendement, un bail commercial, une simplicité, qu'il soit institutionnel ou personne physique particulier. Pour, évidemment, les mairies, pour les collectivités, c'est un intérêt tout à fait social, puisqu'on offre finalement à des gens qui ne pourraient pas se loger la capacité à pouvoir accéder au logement. Et évidemment, on a vu que pendant la crise de la Covid, comme vous le disiez justement, rester dans 15 mètres carrés, ce n'est pas passionnant. Mais là, au contraire, on donne une seconde chance, en quelque sorte, à ceux qui sont sur place, et bien de vivre pleinement et continuer à rester, malgré les confinements. On espère qu'il n'y en aura pas, hein, croisons les doigts, mais en tout cas, de travailler, de se retrouver ensemble et d'être résilient par rapport à ce marché. Et puis également, si vous voulez rencontrer l'amour, peut-être que ça fonctionne très, très bien aussi, mais on a vu que c'était tout à fait efficace, en tout cas. Donc, plein d'avantages. Je crois que si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, maintenant, vous l'êtes sûrement. En tout cas, c'est un marché en pleine croissance qui va sans doute beaucoup se développer. On va voir ce qui va sortir dans le futur, notamment avec de nouveaux acteurs, sans doute. Et puis, comment ce marché va se structurer, notamment au plan juridique, parce que on a bien compris que l'aspect juridique et réglementaire est fondamental entre une destination para-hôtelière, logement, les aspects de PLU, tout ça, c'est évidemment très, très contraignant. Et il nous faut aujourd'hui casser un petit peu ces règles qui sont bien sûr tout à fait handicapantes pour le développement de ce métier, ce nouveau métier. Mais en tout cas, merci, bravo à tous, bravo pour vos initiatives, bravo pour votre développement et je vous souhaite une très belle réussite. Merci. Merci. À très bientôt.